Bonjour, on va faire la présentation sur le schéma cinématique. Cette présentation est basée sur un document qui a été créé par Stéphane Raveau. Vous avez le lien ici, puisque c'est hébergé sur l'Académie d'Orléans-le-Tour. J'ai repris quelques petites choses, notamment les normes des liaisons, et puis j'ai rajouté quelques infos sur les caractéristiques des liaisons pour mettre un petit peu à jour le document. Donc c'est parti. Alors le schéma cinématique, pourquoi? Tout simplement parce que quand on étudie un système, on a des plans d'ensemble qui sont pas toujours faciles à comprendre, donc on va essayer de faciliter la compréhension et la représentation du système en s'intéressant notamment aux principes de fonctionnement et aux mouvements possibles entre les différentes pièces. Et donc pour ça, on va regarder quelles sont les relations qu'il y a entre les sous-ensembles qu'on appellera des classes d'équivalence. L'idée, c'est que on va essayer de représenter des groupes de pièces que nous on va appeler des classes d'équivalence, et on va les représenter sous forme très simplifiée, qui ça va être du fil de fer. Ces classes d'équivalence, c'est les pièces qui sont immobiles les unes par rapport aux autres quand on étudie une phase de notre système, une phase par exemple de fonctionnement, une phase de réglage. Donc il faudra toujours bien définir l'étude que l'on souhaite faire. Entre ces groupes de pièces ou ces classes d'équivalence, il va y avoir des liaisons normalisées qui vont être situées en fonction de chaque contact qu'on a entre ces classes d'équivalence. Donc on va repérer les contacts qu'on a entre les classes d'équivalence, ça nous permettra de trouver les liaisons qu'il y a entre les pièces, entre les groupes de pièces. Alors, on va voir un petit exemple sur un serre-joint. Donc le serre-joint classique que l'on trouve en menuiserie, en charpente, dans le bâtiment. L'objectif, c'est de serrer des éléments que l'on va avoir à cet endroit-là. Et pour serrer ces éléments, on va pouvoir déplacer rapidement au niveau du point A, avoir un réglage rapide. Et puis ici, vous reconnaissez l'allure d'une vis. Et quand vous allez tourner la manivelle, ici la poignée, vous allez pouvoir serrer l'élément que l'on veut mettre en place. Donc ce schéma cinématique, on va le représenter comme ça. Voilà, avec différentes normes, et donc on a différentes parties qui sont immobiles. Par exemple, les pièces bleues que vous avez ici, c'est en fait ce bloc là, ça c'est cet ensemble qui ne bouge pas, et puis la partie rouge, c'est relié en fait par cette pièce là avec différents éléments. Donc on voit un système bis-écrou qui va se trouver par ici et qu'on retrouve à cet endroit là. Donc il y a différentes normes de représentation des liaisons. On va regarder ça un petit peu plus en détail un peu après. Un autre exemple, quand on va détailler un petit peu plus tard, donc les taux de modélistes. Et donc on va partir de ce dessin-là pour arriver à créer un schéma cinématique qui correspond à ce dessin-là. Donc on va voir un peu comment on le construit dans la méthode un peu plus tard. Alors, comment on va faire tout ça? On va attaquer donc par la méthode, mais il faut comprendre les liaisons qu'on a. Donc on a plusieurs liaisons qu'on va détailler. Et donc la première liaison, c'est liaison encastrement, qui a aucun mouvement relatif entre deux pièces. Donc vous avez différents éléments, et nous, pour nous simplifier, quand on fera une liaison encastrement, si j'ai une pièce rouge et une pièce noire, au lieu de dessiner la pièce rouge et la pièce noire avec le petit symbole, le petit triangle que vous avez ici, qui signifie que c'est un soudage, non, on va dire, non, la pièce rouge et la pièce noire, on la dessine avec une seule couleur, une seule classe d'équivalence, d'accord, et une couleur égale c'est en liaison encastrement. Deuxième liaison, la liaison pivot. Attention, cette liaison, il y a différentes normes, donc j'ai mis les deux plus récentes, mais nous on va principalement utiliser la norme qui est ici. Voilà. Cette ancienne norme, vous pouvez la rencontrer, je préfère vous présenter les anciennes normes parce que vous pouvez les rencontrer dans d'autres matières, en mécanique des systèmes. Il se peut que vous utilisiez des bouquins, des anciens livres où il y a les anciennes normes, donc c'est intéressant à connaître. Cette liaison pivot, elle est importante parce qu'il va falloir que vous ayez une possibilité de rotation et une seule possibilité de rotation. Il n'y a pas de translation, il n'y a que la rotation. Et donc quand vous allez définir les caractéristiques de la liaison, il faut bien indiquer l'axe de relation de la liaison, l'axe de rotation de la liaison, et vous pouvez aussi indiquer son centre de liaison. Le centre de liaison sera situé à cet endroit-là, au centre de la liaison. Voilà. Donc on peut avoir liaison pivot d'axe X, avec un système d'axe indéfini, et puis de centre A. Ici, on va s'intéresser à la liaison glissière, où cette fois-ci il n'y a qu'une seule translation.
Donc voilà le schéma. Attention, toujours pareil, au niveau des caractéristiques de la liaison, il faudra bien spécifier l'axe de translation de la liaison, et je rappelle que vous pouvez aussi spécifier le centre de liaison, qui serait situé à cet endroit-là, hein, centre A par exemple. Donc bien toujours dire les axes et la position, tout simplement. Hélicoïdal. Alors cette fois-ci, cette liaison, elle a une caractéristique parce que vous avez la rotation et la translation qui sont conjuguées. Ça veut dire que si vous faites avec un système vis-écrou, quand vous tournez l'écrou d'un tour, la vis va avancer du pas. On ne peut pas faire les choses indépendamment les unes des autres. Donc il y a bien une translation et une rotation qui sont conjuguées, qui sont reliées par en fait la notion de pas, et donc vous n'avez qu'un seul degré de liberté. Au niveau des schémas, vous avez l'ancienne norme qui est ici, et nous on va utiliser principalement cette norme-là. Voilà, c'est la nouvelle norme, donc qu'on utilisera pour représenter la liaison hélicoïdale. Moi je vais dire que les petits zigzags que vous avez ici représentent la vis, donc c'est pour ça qu'au niveau des couleurs, je vais garder la partie rouge pour l'écrou et le noir pour la vis. Pivot glissant, donc toujours deux normes, hop, on va utiliser principalement la norme qui est ici. Cette fois-ci, vous avez une translation et une rotation possible, mais elles ne sont pas conjuguées, donc c'est soit la translation, soit la rotation, soit les deux. Donc on a bien 2 degrés de liberté. Toujours pareil, on va indiquer l'axe de rotation-translation de cette liaison, quand on va indiquer le nom de la liaison. Et toujours pareil, si vous avez besoin de spécifier le centre de la liaison sera situé au centre du rectangle. Sphérique à doigt, bon, je ne vais pas en parler, mais c'est une liaison avec 2 rotations uniquement. Donc pareil, les caractéristiques, c'est le centre de la liaison qu'il faut indiquer ici. Je ne vais pas en parler plus loin. L'appui-plan. Cette fois-ci, cette liaison, elle permet 2 translations et une rotation. En gros, c'est comme si vous aviez 2 plans l'un sur l'autre. Ce qui va être important, c'est la normale du plan qui va définir l'orientation de la rotation, d'accord ? Et perpendiculairement à cette normale, vous avez les 2 translations qui seront possibles. On a donc 3 degrés de liberté. La liaison rotule, là, ce qui est important, c'est pas les axes, c'est le centre de la liaison, donc bien indiquer le centre de cette liaison-là, parce que toutes les rotations partent de ce système-là. Donc si on a un système X, Y et Z, bah vous avez une rotation sur X, une rotation sur Y, une rotation suivant Z. D'accord ? Voilà, trois rotations possibles. La linéaire annulaire, ça correspond à une bille qui est située dans une gouttière, si vous voulez. Et donc, cette bille va pouvoir rouler dans la gouttière, donc c'est la notion de translation. Et puis, vous avez les 3 rotations possibles de cette liaison. Donc là, ce qui est important qu'il va falloir indiquer, c'est surtout la direction de la translation. Et puis, naturellement, les centres de rotation possibles, mais vous avez ce centre sera en fonction de la position de votre liaison. La linéaire rectiligne, 2 translations de rotation. Donc ce qui serait intéressant, c'est de noter la direction de la normale du plan, d'accord, et puis la direction de cette arête de contact. Voilà, c'est l'idée, c'est vous avez une règle qui est posée sur un plan, et votre règle va donc pouvoir s'incliner par rapport à la tranche de la règle, et puis tourner par rapport à la normale du plan. Voilà, on va s'intéresser à la liaison ponctuelle. Cette liaison ponctuelle, on utilisera bien le schéma qui est ici. C'est une liaison où vous avez 2 translations et 3 rotations. C'est l'équivalent d'une bille sur un plan. La caractéristique de la liaison, bah, ça va être surtout le plan, la normale du plan. Vous pouvez aussi indiquer le centre de cette liaison-là. Alors attention, l'ancienne norme que vous avez ici, c'était une flèche qui était noircie, et dans la norme pour la linéaire rectiligne, c'est une flèche qui n'est pas noircie. Donc vous voyez, c'était un petit peu ambigu. Donc évitez d'utiliser cette norme-là. Prenez la nouvelle norme, hein, c'est beaucoup plus pratique et il n'y a pas d'ambiguïté sur les dessins. Voilà. Comment on va élaborer un schéma cinématique ? Eh bien, il y a différentes étapes. Globalement, on va s'intéresser à colorier notre dessin pour essayer de repérer les classes d'équivalence. Donc, avec tout ce que vous connaissez comme éléments normalisés, vous allez pouvoir retrouver des éléments. Par exemple, souvent il y a des vis. Ah bah une vis, ça fait quoi ? Souvent une vis, ça permet d'avoir les encastrements entre 2 pièces. Voilà. Ou un circlipse. Que fait un circlipse ? Un circlipse permet de faire un arrêt en translation. Très bien. Ça permet de quoi ? Peut-être que ça va permettre de faire des arrêts en translation pour les liaisons pivots.
Voilà, donc retrouver tout ça. Ensuite, on va établir le graphe des liaisons. On va donc avoir nos différentes classes d'équivalence. Ces classes d'équivalence, on va les relier par un trait s'il y a une liaison entre elles. Et attention, on cherche toujours les liaisons entre les classes d'équivalence 2 par 2. C'est-à-dire qu'on va uniquement garder les 2 classes qui nous intéressent, que l'on veut étudier, et on enlève toutes les autres. Elles ne sont pas montées dans le système. Ensuite, on va regarder les liaisons entre ces classes d'équivalence, entre ces groupes. Donc, on va pouvoir déterminer la nature de liaison avec les surfaces que vous avez en contact, les degrés de liberté. On va en déduire la liaison normalisée. On pourra donc construire le schéma sématique minimal si on cherche à regrouper un maximum de liaisons entre elles. Et naturellement, vous voulez un exemple, vous n'avez pas le choix. Hop, est-ce que je vais pouvoir le faire? Voilà, c'est ici. Je vais donc travailler sur ce système-là. Donc le dessin n'est pas de très très bonne qualité, mais c'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le concept. Hein. Et il y a des éléments qu'on va retrouver. Par exemple, ici, vous avez une vis. Cette vis, en fait, qu'est-ce qu'elle vous dit? A priori, ce que cette pièce-là et la pièce que vous avez au-dessus, donc la pièce 5 et la pièce 6, sont liées ensemble, tout simplement. Et donc, ça va faire partie de la même classe d'équivalence. De la même manière, on a encore une vis ici. Cette vis veut dire que la semelle 4 et puis la pièce 5 sont reliées ensemble. Et donc, vous allez pouvoir colorier votre dessin et pour faire apparaître différentes classes d'équivalence. Donc, on voit que tout ça, c'est relié. Voilà, donc j'ai une première classe d'équivalence. Ensuite, je vais m'intéresser donc à noter ces groupes. Le groupe, au lieu de mettre groupe 1, j'essaierai toujours de noter le nom de la pièce la principale. Donc là, j'aurais appelé ça par exemple Morphix ou Bâti. Je vais m'intéresser ensuite à un autre dessin. Par exemple, si je m'intéresse à cette pièce-là, où s'arrête cette pièce-là? En fait, cette pièce, elle s'arrête... il y a un numéro 1 ici, donc il y a un numéro 1, donc il est là. Mais si ça c'était une pièce différente, il y aura un autre numéro, il n'y a pas d'autre numéro. Donc je suppose que cette pièce, elle continue, elle est là, et ici. D'accord? Cet ensemble, on devine des petits traits fins que vous avez tout en haut. Ah, c'est des petits traits fins, ça veut dire que c'est le symbole d'un élément fileté. Donc si un élément fileté, a priori, cette pièce que j'ai dessinée en bleu, elle va être vissée dans la partie rouge. Donc on voit aussi avec le schéma que vous avez là. L'idée, c'est que si ça c'est vissé, donc entre le bleu et le rouge, il va y avoir quelque chose. D'accord? Donc j'ai la liaison. Mais maintenant, on s'intéresse à cette partie-là. Et cette pièce-là, en fait, on voit pas très bien, mais c'est un circlipse. Donc le circlipse va faire un arrêt en translation. De l'autre côté, vous avez donc le diamètre de votre vis, qui est ici, et puis là, vous retrouvez un plan. Donc vous allez retrouver en fait cette pièce qui est liée au circlipse, et on commence à définir les surfaces de contact qui permettent de créer la liaison. Voilà, bon, là on n'en est pas encore à ce moment-là, je suis en train de m'intéresser aux classes d'équivalence. Donc voilà, la classe d'équivalence, elle est ici. On la retrouve sur les différentes vues. Voilà. On a la classe d'équivalence jaune. Alors pourquoi cette pièce-là est intéressante? Ici, vous retrouvez à cet endroit-là une vis de pression qui est positionnée sur un mets-plat. Donc cette vis de pression sur un mets-plat fait que vous avez une liaison encastrement, donc c'est pour ça que vous avez jaune ici. Attention, entre le jaune et le rouge que vous avez ici, on a des surfaces de contact qui sont des surfaces de contact avec un cylindre. Donc ici c'est un cylindre. Mais comme on a deux pièces jaunes, vous aurez donc deux cylindres en parallèle. Donc si on avait une pièce jaune, une pièce rouge, enfin un ensemble jaune, un ensemble rouge, un seul, on aurait une liaison pivot glissant. Mais en fait on a deux liaisons pivot glissants ici et ici. Et ces deux liaisons pivot glissants font qu'on va avoir finalement une liaison glissière avec une seule translation possible. Voilà les classes d'équivalence jaunes. Et puis il nous reste une dernière classe d'équivalence. Donc la verte, c'est le levier de manœuvre qui est tout seul. Voilà, on a commencé avec ce dessin à travailler quand même sur les liaisons, parce que là j'avais le plan, et bien on va reprendre ça. Parce qu'il va falloir établir le graphe des liaisons. Et donc ce graphe des liaisons, à partir des couleurs, on va pouvoir essayer de le mettre en place. Donc est-ce qu'il y a une liaison? Et s'il y a une liaison, on va relier les groupes 1, 2, 3, 4 par des traits. Donc est-ce qu'il y a une liaison entre 1 et 2? Oui, entre 1 et 2, il y a une liaison. On l'a vu tout à l'heure, c'était des formes cylindriques, deux cylindres en parallèle. Donc ça nous permettra, ces deux cylindres en parallèle, de dire que la liaison, ce sera une liaison glissière. Mais on n'est pas encore là, on dit, il y a une liaison, très bien. Entre 1 et 3, est-ce qu'il y a une liaison? On a vu tout à l'heure que c'était la notion de vis-écrou.
Donc oui, il y a une liaison, hein, on est en contact, ça sera une liaison glissière hélicoïdale. Donc on a une liaison. Entre 1 et 4, a-t-on une liaison? Entre le rouge et le vert, aucune liaison, donc il n'y a pas de trait. Entre le bleu et le jaune, a-t-on une liaison? Oui, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'était la notion avec le circlipse, le plan épaulé, etc. Donc on sait que ça sera une liaison pivot. Entre le jaune et le vert, aucun contact, rien en commun, donc il n'y a pas de liaison. Et puis entre le bleu et le vert, il y a une liaison aussi, puisque la pièce verte est dans la pièce bleue. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va mettre en place des surfaces de contact. Donc il faut qu'on trouve les liaisons qui rentrent ces classes d'équivalence. Donc quels sont les contacts qui entre ces pièces? Là ici on a deux contacts cylindriques parallèles, ce qui me donnera la liaison glissière. Ici on a la notion de filetage, taraudage, vis-écrou, donc ça me donnera la liaison glissière hélicoïdale. Là on a des cylindres avec les épaulements. L'épaulement créé d'un côté par le plan, de l'autre côté par le circlipse. Donc ça me donnera une liaison pivot. Et ici on n'a qu'un cylindre de contact, donc ça me donnera la liaison pivot glissant. Je vais donc traduire tout ça par les liaisons. Les liaisons dont je donne les caractéristiques, quel est l'axe du système. Donc là, ici, sur mon dessin, ce qui me manque, c'est en fait, je vais dire que ça, c'est l'axe X, et ça, c'est l'axe Y. Donc là, c'est pas indiqué sur mon dessin, il faut bien que je le mette, parce que j'ai bien dit que c'était une glissière d'axe X. Donc effectivement, hein, c'est suivant cet axe-là que ça va se déplacer. Suivant X. Filetage de rodage, bah, c'est pareil, c'est une liaison hélicoïdale au point B, qui est indiqué ici, et d'axe X. La pivot d'axe X est au point C, qu'on retrouve au centre, et puis il nous reste la cylindre, là qu'on va mettre verticale, donc suivant l'axe Y. Bon, en fait, cette pièce-là tourne sur le même, on va dessiner suivant l'axe Y. Naturellement, je me suis même trompé parce que j'ai mis Y, et en fait, c'est sur ce plan-là, c'est marqué Y. Voilà. Donc, ce serait sur ce dessin-là qu'on aurait fait notre schéma. La vis tourne, donc c'est pas un problème. On attaque sur le schéma schématique minimal. Donc on va regarder une vue qui nous intéresse. Donc là on a système d'axe qui est indiqué ici, avec X, Y, et par rapport à cette vue-là, bah, je vais tout simplement, moi, reporter les points, et une fois que j'ai les points de centre de liaison, je remettrai les liaisons en place, en faisant attention aux classes d'équivalence. Donc les couleurs. Voilà les différents points, donc le point A, le point B, la pivot C, la pivot glissant D. Voilà. Et maintenant, bah, j'efface mon dessin parce qu'en fait il ne me sert plus à grand chose, je vais regarder que les points. Et je vais placer mes liaisons en faisant attention à l'orientation de mes liaisons, aux couleurs des classes d'équivalence, et je replace mes liaisons sur le plan. Voilà, la liaison glissière, hop, elle vient là. La liaison hélicoïdale entre du rouge et du bleu, elle vient ici. La liaison pivot entre le bleu et le jaune. La liaison pivot glissant entre le bleu et le vert. Maintenant, il faut que je relie mes différents éléments, hein, puisque je vais commencer à finir mon schéma, et donc je vais relier les liaisons entre elles. Donc, je lis le bleu, le rouge, le jaune. Là, ça ressemble pas tellement à mon étau de modélisme, donc je vais faire un petit peu d'habillage. Pour faire l'habillage, je vais faire apparaître en fait les morts. Voilà, le mort fixe, le fait que la pièce rouge c'était la base, donc le bâti, donc je vais mettre le symbole de la masse. Ici je fais apparaître le mort mobile, et puis je vais la manivelle que je vais faire apparaître aussi. Voilà, donc je commence à avoir un schéma qui est tout à fait cohérent, mais on essaye de toujours placer le mouvement d'entrée et de sortie du schéma. Donc là, on sait que le mouvement d'entrée, c'est je tourne cette vis grâce à la manivelle. En fait, c'est la manivelle que vous tournez, mais ça va faire tourner la vis bleue, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, quand vous tournez dans un sens, ça fait se déplacer le bord mobile, donc la pièce, le groupe d'équivalence, la classe d'équivalence jaune qui va se déplacer dans un sens. Voilà. Votre schéma est terminé. Bravo, félicitations. Il n'y a plus qu'à mettre ça en place sur nos différents dessins.